Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence, toujours nombreux. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue parmi nous pour cette conversation entre Maëlys de Kerangal et Muriel Barbery. Bonjour mesdames, bienvenue parmi nous. Bonjour à tous. Bonjour. Très heureux de vous retrouver toutes les deux pour parler avec vous de vos livres parus en cette rentrée littéraire. Des livres qui sont évidemment des livres singuliers, mais qui présentent un certain nombre de résonances, d'échos, de points communs, de fils qu'on va essayer de tirer au fil de cette conversation. Le premier d'entre eux, c'est que ces deux livres commencent par la mort d'un homme, et que c'est finalement cette disparition qui va provoquer chez les deux héroïnes de vos romans un retour. Et il me semble que cette question du revenir, du retour est quelque chose de central dans ces deux romans. Un retour vers le passé, un retour dans les lieux du passé, et notamment dans les lieux de l'enfance et de l'adolescence, qui va ouvrir une manière de revisiter les souvenirs, et on pourrait presque dire une manière de les inventer, au sens archéologique du terme, pourrait-on dire. Ce sont des livres qui ont à voir avec le temps, précisément, puisqu'il y a des trappes comme ça temporelles, un retour dans le passé, mais qui se jouent sur des livres dont la temporalité est très brève, puisque chez vous, Maëlys, il s'agit d'une journée, chez vous, Muriel, il s'agit d'une nuit. Donc il y a comme ça quelque chose d'un temps très court et de plonger dans le passé. Et puis ce sont des livres, on pourrait presque dire géographiques, puisque ce sont des livres où les lieux, où l'esprit des lieux sont primordiaux. On va parler de l'Aubrac, on va parler de la ville du Havre et de tout un tas d'autres géographies réelles et intimes qui déterminent l'ensemble de ces personnages. Voilà une courte introduction. Je vais vous présenter l'une et l'autre, même si bien sûr les lecteurs vous connaissent extrêmement bien et vous suivent depuis un certain nombre d'années. D'abord vous, ma chère Maëlys, autrice d'une dizaine de livres publiés aux éditions Verticales, depuis la parution au début des années 2000 d'un livre qui s'appelle « Je marche sous un ciel de traîne ». Vous êtes l'autrice également de Corniche Kennedy, de Naissance d'un pont, de Réparer les vivants, bien sûr, qui était un livre qui avait considérablement élargi votre lectorat. Et oui, il était question de la ville du Havre, d'ailleurs. On y reviendra, bien sûr, pendant cette conversation. Autrice de recueils de nouvelles. La dernière fois que nous nous étions vus, nous avions parlé de Canoë, ce beau livre, effectivement, sur de la forme courte. Et donc, vous publiez Jour de ressac, où vous mettez en scène une héroïne qui n'a pas de prénom et qui reçoit un jour un coup de téléphone d'un policier du Havre qui l'appelle pour la convoquer, d'une certaine manière, à une entrevue, en lui disant que ils avaient trouvé sur les galets, sur la digue du Havre, un homme mort, et que cet homme-là avait un lien avec elle. Il y a donc une enquête qui va se mettre en route, à la fois pour essayer de percer le mystère de l'identité de cet homme, et en même temps une enquête ou une quête sur elle-même, sur ses souvenirs, comme je le disais, sur la manière dont elle a arpenté cette ville, notamment à l'adolescence, et puis une enquête aussi quelque part sur la ville du Havre, qui est une ville qui porte en elle-même la question de la destruction, de la résurgence, de la reconstruction, qui a évidemment à voir avec le trajet de votre héroïne. Vous, Muriel Barbery, on vous connaît bien sûr autrice d'un certain nombre de romans, d'abord aux éditions Gallimard, on se souvient bien sûr de l'élégance du hérisson, c'était en 2006, et puis désormais des livres chez Actes Sud, notamment Une rose seule et Une heure de ferveur, pardonnez-moi, dont j'ai l'habitude de dire que ce sont vos deux romans japonais. On reviendra bien sûr à cette question-là, puisqu'il est question de géographie aussi dans ce livre-là. Le livre s'intitule Thomas Helder, c'est le nom d'un écrivain qui, au début du livre, est décédé. On assiste à son enterrement dans un petit village de l'Aubrac. Et il y a ce personnage de Margot, qui est une vieille amie, à la fois de ce personnage de Thomas, mais de la famille en général, qui va revenir dans cette maison et qui va opérer une sorte de retrouvaille, et par le biais de quelque chose de particulier qui s'appelle la conversation, puisqu'elle va discuter avec un certain nombre de protagonistes, et notamment avec Jorg, ce personnage qui est peut-être le deuxième personnage principal, je ne sais pas, vous nous le direz, et elle va ouvrir comme ça la boîte de Pandore, avec, au fil du livre, une manière de se situer entre, disons, les disparus et les vivants et les morts, qui, mais on ne le dévoilera pas, prend une ampleur particulière dans la fin du livre. Et d'ailleurs, dans les deux cas, les fins de vos livres
Bien sûr, nous n'en parlerons pas, mais ce sont des livres exceptionnels. Vous voyez, je vous invite à lire les livres et à aller jusqu'au bout. Voilà pour cette intro déjà trop longue. Je vais me tourner vers vous, évidemment, l'une et l'autre, et je vais peut-être commencer par vous, Muriel. Je disais tout à l'heure cette idée de la temporalité, un temps très court, une nuit, et puis les trappes du passé qui ressurgissent. On pourrait dire que c'est un huis clos, mais qui ouvre énormément à la fois sur le temps et sur l'espace. Peut-être nous dire un mot de ce dispositif. Je parlais de la conversation, une conversation interrompue d'ailleurs, peut-être est-ce le propre de la conversation. Comment est-ce que vous avez pensé ce dispositif ? Qu'est-ce qui vient en premier ? Est-ce ce lieu ? Est-ce la conversation ? Est-ce le temps court ? Comment est-ce que vous envisagez l'accroche de ce livre et ce dispositif narratif ? Alors étonnamment, je n'ai commencé par rien de tout ça, puisque au départ, j'avais seulement en tête d'écrire l'histoire d'une femme qui serait confrontée à la nécessité et au désir de pardonner et de se pardonner quelque chose. Mais je savais aussi que je voulais écrire un roman court et que cette brièveté soit inscrite dans une unité de temps, elle aussi très courte. J'avais très envie d'un huis clos dans lequel les personnages, au cours d'une seule soirée, reparleraient de toute leur vie. Et je rêvais d'inscrire dans une unité de temps très brève et dans une conversation principale à laquelle se grefferaient d'autres conversations annexes, toute une vie. En l'occurrence, la vie de Margot, l'héroïne principale. Et il n'y avait donc qu'à faire se rencontrer les personnages après l'enterrement dans une vieille maison de famille de l'Aubrac et à les faire converser du mort, bien sûr, de celui qui a disparu, à avoir ces conversations que l'on a dans ce temps si particulier de l'enterrement, où l'on réfléchit où l'on pense à celui qui est mort, mais aussi où l'on réfléchit à sa propre vie, où l'on réactive d'autres deuils, où l'on imagine la suite, et où, d'une certaine manière, on voit la trame dénudée de sa vie comme on ne la voit pas dans le cours ordinaire du temps, parce que les circonstances sont graves et particulières. Et donc, je n'ai fait que faire converser tous ces personnages entre eux, dont les deux principaux, de telle sorte que l'essence même de leur vie apparaisse peu à peu et que le mystère que leur propre vie est pour eux-mêmes, soudain se dissipe. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à votre question. Oui, parfaitement, mais vous savez que ce sont pas les questions qui comptent, mais les réponses. Peut-être tout de suite un mot sur ce terme de retour que j'ai évoqué tout de suite. Il y a cette particularité-là, c'est la rupture. À la fois la vie passée, la rupture, et puis le retour auprès des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, le retour dans des lieux qu'on a connus dans des périodes très formatrices de l'enfance ou de l'adolescence. Cette dimension du retour pour le personnage de Margot, elle est aussi centrale, me semble-t-il, dans sa manière d'être au monde et d'être avec les autres. Oui, parce que Margot, donc l'héroïne du roman, mais en fait il y a deux personnages principaux, Margot et puis Jorg, le frère du mort, comme vous l'avez dit. Mais Margot est une femme qui pendant très longtemps a fui et qui on apprend au début du roman, et il va falloir tout le roman pour que le mystère se dissipe. On apprend qu'une dizaine d'années auparavant, à la mort de son propre frère, elle a coupé tous les ponts avec la famille de Thomas, qui était un grand ami d'enfance. On apprend qu'ils ont vécu à Amsterdam, sur les canaux, une famille française, celle de Margot, une famille néerlandaise, celle de Thomas, que ça a été une histoire d'amitié extrêmement forte entre les parents et les enfants, et qu'il y a eu toute une communauté amicale incroyablement solidaire qui s'est nouée dans l'enfance. Et puis, ils ont grandi, on comprend que leur relation est toujours restée très forte, mais soudain, à la mort de son frère Jean, Margot disparaît, et le propos même de cette soirée d'évocation est de comprendre pourquoi elle a disparu, mais aussi qu'elle le comprenne elle-même, puisque vraisemblablement, il y a encore de l'inexploré en elle de ce point de vue-là. Et j'essaye de me souvenir de votre question et de ce que je voulais dire. Mais oui, et donc, c'est un retour sur les lieux du passé, mais dont je savais que je voulais qu'il soit en réalité une renaissance. Le retour serait une sorte de boucle, enfin de manière de terminer la boucle de telle sorte que cela débouche sur de la lumière et non pas sur une mortification du passé.
Je vais me tourner vers vous, Maëlys, parce que cette idée du retour, j'imagine qu'elle est à l'œuvre aussi dans ce livre-là. Lorsque vous construisez ce personnage, c'est une autre raison qui la ramène au Havre. Mais il y a d'emblée, au moment où ce policier, ce lieutenant Zambra, appelle cette héroïne, quelque chose qui est de l'ordre d'un grand bouleversement, d'un bousculement, parce que c'est comme un appel finalement. Et ce que dit Muriel pourrait presque être appliqué à vous. Il y a à la fois le retour, je ne sais pas si on doit dire la renaissance, mais en tout cas quelque chose qui a à voir avec un autre départ ou une autre manière de s'inscrire dans le monde. Oui, c'est vrai, elle revient, elle est convoquée avec l'idée, en plus de l'appel, hein, ce terme, le vocare, enfin l'idée de la voix, c'est-à-dire qu'elle elle est vraiment appelée à venir voir ce commissaire. On a trouvé ce cadavre au bas de la digue Nord, elle comprend pas bien ce qu'elle fait dans ce commissariat jusqu'à ce qu'on lui révèle que cet homme a sur lui un indice qui les relie, mais elle le reconnaît pas sur les photos, et donc en fait ce retour au Havre se couple d'un autre retour qui est plus sur elle-même. Elle revisite sa vie d'abord en se disant mais est-ce que je connais ce type, est-ce que j'ai pu le croiser, est-ce que j'ai pu l'avoir connu, est-ce qu'il me dit quelque chose, avec la question des visages qui deviennent aussi méconnaissables avec le temps, la façon dont les êtres finalement peuvent s'effacer de votre mémoire, et qu'est-ce qui reste en nous, et qu'est-ce qui s'efface et qu'est-ce qui subsiste. Et évidemment cette façon de différer son retour à Paris pour rester au Havre en se posant cette question fait revenir, alors là pour le coup, quelque chose de différent encore, qui est le retour dans cette ville où elle a vécu, comme elle le dit, longtemps, il y a longtemps. Et alors c'est un peu cette idée du ressac, c'est-à-dire bon, le ressac, c'est quand même un mouvement plus brutal que le retour, mais dans l'idée du ressac, il y a l'idée de revenir, c'est-à-dire quelque chose qui vient vous battre, une vague qui vient battre un rocher, un obstacle, et puis qui recule et qui revient. Et pour moi, c'est quand même le mouvement du livre, au sens où, dans ce livre, cette idée du retour, cette figure du retour, c'est aussi la figure littéraire du livre, au sens où tous les éléments du livre, le policier et sa rencontre avec lui, le jeune homme qui l'a fantomisé, qui l'a ghosté quand elle avait 16 ans, son premier amour revient 2-3 fois, les récits se déposent tous en 2-3 fois, l'évocation de la ville, elle fait l'objet toujours d'un ressac, c'est un peu la structure littéraire du livre. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander, et ça peut être aussi une question qu'on peut partager avec Muriel, c'est dans quelle mesure d'ailleurs la littérature aurait pas comme secret, comme espèce de coda secrète, de faire revenir les choses. C'est-à-dire que dans l'acte même d'écrire, que ce soit d'ailleurs des histoires que l'on invente, que ce soit des projections, il y a à mon sens quand même toujours cette idée de faire retour sur des sentiments, des expériences. Donc là, pour le coup, moi, j'avais envie de revenir au Havre. D'ailleurs, je me demande même si tous mes livres ne sont pas, pour moi, une occasion de revenir dans cette ville, qui est une ville à la fois singulière pour tout le monde, mais aussi pour moi, dans la mesure où c'est la ville de mon enfance et de mon adolescence. Donc c'est la ville dont je suis partie. Donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est effectivement cette figure du retour, à la fois comme forme littéraire et comme peut-être secret, enfin activation secrète du geste d'écrire, c'est un peu au cœur de ce texte-là. Au début du livre, vous évoquez justement le corps de cet homme, et vous écrivez à plusieurs reprises le corps d'un homme, et vous l'écrivez en italique à l'intérieur du texte, comme si cette image, elle était peut-être, bien sûr, pour l'héroïne, une sorte d'image à la fois de réminiscence, une image qui est le symbole peut-être de cette ville, et on a l'impression que peut-être vous, en tant qu'écrivaine, c'est ce corps-là sur la digue qui, à un moment donné, déclenche l'écriture. Peut-être vous pouvez nous dire un mot de cela. Dans les premières pages, il y a quelque chose, une image qui est vraiment déclencheuse d'une certaine façon. Quand il l'appelle, il lui dit voilà, on a retrouvé le corps d'un homme non identifié, c'est une affaire qui vous concerne, une affaire vous concernant. Et
Et en fait, elle fait tournoyer ces petits segments de phrases et elle s'arrête beaucoup sur le corps d'un homme. Alors le corps d'un homme, pour moi, c'était aussi qu'est-ce que c'est que ce corps non identifié hein, qu'on trouve couché sur un rivage de galets. Pour moi, c'était au départ quand même une image très contemporaine au sens où elle synchronise un peu tous les temps, c'est-à-dire contemporaine, non pas actuelle au sens l'actualité qui sonne, mais contemporaine au sens où elle nous traverse tous de l'Odyssée d'Ulysse qui justement se retrouve alors pas mort mais étourdi et quasiment mourant sur un rivage. En tout cas, c'est l'image de Pasolini mort sur la plage d'Ostia, mais et aussi on y pense quand même l'image de ces personnes qui fuient, qui s'embarquent sur des canaux pour traverser la Méditerranée ou la Manche et qui meurent. Et pour moi, c'est une image très contemporaine dans la mesure où elle désignerait ce qu'on peut désigner sous le nom de migrants, mais qu'on peut aussi appeler des réfugiés. Et déjà, elle attrapait beaucoup de choses, cette image. Au moment où alors là, c'est à la fois des coïncidences qui montrent aussi que la fiction... elle rencontre l'imagination du réel, en fait. Hein. C'est que je me suis rendu compte que Le Havre avait été aussi un corps couché sur des galets, un débris et méconnaissable, hein, parce que le Havre a été totalement détruit. Donc, si vous voulez, il y avait l'idée que cette ville était aussi un corps en ruine, rendu méconnaissable et étendu sur le rivage après les bombardements notamment des 5 et 6 septembre 1944, il y a 80 ans. Et là, vous voyez, le livre a pris quand même une autre forme, c'est-à-dire que l'histoire de la ville, la quête de cette femme, et finalement ce geste, ce retour au roman pour moi aussi, parce que j'avais écrit avant des nouvelles, vous voyez, puis j'étais passée aussi par un reportage dans une mine, un texte plus documentaire dans une mine au nord de la Suède. Enfin, vous voyez, cette idée de retour, il y avait quelque chose qui se cristallisait totalement, et ça a aussi ouvert une sorte d'énergie dans l'écriture du livre. Muriel, peut-être Maëlys parlait tout à l'heure de la manière dont la littérature opérait, peut-être même l'alchimie de l'écriture sur le retour et sur... Alors je parlais de l'invention des souvenirs au sens archéologique, c'est-à-dire le fait de creuser et de faire émerger, de mettre au jour littéralement. Votre personnage, il est écrivain, il y a un autre écrivain qui est Jean. Peut-être nous dire un mot de la manière dont vous avez envisagé cela. Pourquoi explorer des personnages d'écrivains? Qu'est-ce que ça dit de la littérature? Qu'est-ce que ça dit aussi de la manière dont la littérature prend en charge ce lien entre les vivants et les morts, les disparus et ceux qui sont encore parmi nous? Vous avez 3 heures. Il semblerait, je crois que tout le monde est bien installé. Parce que c'est une question cruciale et fondamentale, sur laquelle je crains d'être intarissable, mais je voudrais l'avis de Maëlys. Mais aussi, je vous en prie, allez-y. Ensuite, oui, c'est la première fois qu'il y a un personnage d'écrivain dans mes romans, parce que... il y en a eu, toi, Maëlys? Non, pas encore. Et tu y penses? Je l'exclus pas. Tu l'exclus pas. Mais j'y ai pas encore pensé. Ouais. C'est difficile de mettre en scène cette figure. En tout cas. Voilà, c'est vraiment difficile pour une première raison assez simple, c'est que ça peut être quelque chose de très narcissique. Or, nous écrivons de la fiction, même s'il y a des éléments autobiographiques dans nos textes, à n'en pas douter. Mais donc, j'ai longtemps eu peur, alors que ça me passionnait l'idée qu'il y a un écrivain dans mes textes, j'ai longtemps eu peur que ce soit une sorte d'écho narcissique et de complaisance. Et en fait, cette fois-ci, ça a s'imposé parce qu'il se trouve que Thomas Helder est né de la fréquentation que j'ai depuis très longtemps avec un texte, avec une nouvelle de James Joyce, qui a écrit un recueil de nouvelles sous le titre global de Dubliners, Jean de Dublin. Ce sont des très belles nouvelles, très faciles à lire, rien à voir avec le Ulysse cryptique de Joyce. Et donc, dans l'une de ces nouvelles, il est question d'une soirée de Noël à Dublin en 1904. Des proches sont réunis. J'ai emprunté donc à cette nouvelle la structure du roman, puisqu'ils ne font que converser.
on comprend pas très bien qui ils sont au début, mais au fur et à mesure que la soirée avance, se dévoile. Encore une fois, non seulement le quotidien, l'histoire, mais aussi l'intimité profonde de chacun. Et je savais que j'avais envie de reprendre cette structure. Et comme j'ai donc écrit ce texte dans l'ombre du texte d'un très grand écrivain, naturellement a surgi la figure de l'écrivain comme une des figures tutélaires du récit. Alors, maintenant, très très modestement, moi j'ai le sentiment d'écrire pour comprendre. J'ai besoin d'écrire la vie des autres pour comprendre cette chose extrêmement mystérieuse qu'est l'altérité. Et je n'ai à présent rien trouvé de mieux, à part l'amour bien sûr, que la fiction, en lire et en écrire, pour réussir à mettre un peu de sens dans ce grand mystère de l'autre et de la vie. Et donc mettre en scène dans un texte qui explore l'intimité de quelques personnages confrontés à un moment crucial de leur existence et à la nécessité de se parler, de se comprendre et de s'entendre. J'ai oublié le début de ma phrase, mais il fallait donc qu'il y ait un écrivain dans tout ça. Et puis il fallait qu'il y ait de la neige, évidemment. Et alors il fallait qu'il y ait la neige qui tombe sur Dublin ce soir de 1904. Alors j'ai oublié de vous dire aussi que dans cette nouvelle absolument géniale, que je lis et relis en essayant de comprendre comment il a fait et comment il a réussi à accomplir ce miracle d'extraire à partir de conversations anodines et d'une situation très banale la quintessence même de l'existence. Ça, c'est vraiment impressionnant. Il neige sur Dublin. Il se trouve que j'ai un tropisme japonais aussi très fort et que la neige, dans la poésie japonaise, dans le plaisir des saisons et la compréhension de l'incroyable poésie qu'elle peut dégager, faisait aussi partie du paysage. Donc, le Japon, Joyce, les écrivains et le cœur de la vie. Encore une chose avant de retourner vers Maëlys, peut-être, sauf si vous voulez réagir, Maëlys, sur ce... Oui, je trouvais que justement, la question... il y avait quelque chose qui nous liait. Je me permets de le Ah, mais proposer. je vous en prie, vous êtes chez vous. Non, mais je trouve que ce qui est vraiment très beau dans le livre de Muriel Barbery, c'est justement ce rapport au climat, à la lumière et au lieu en lui-même. C'est-à-dire qu'on est en Aubrac, on est à Châteauvieux, dans un monde qui est à la fois très minéral et très lumineux, assez encaissé pour autant, mais avec des tours et avec cette présence d'un ciel de neige. Et je ne pouvais pas m'empêcher là-dessus de voir que comment la fiction se loge dans un espace physique et comment l'écriture se charge de cette matérialité-là. Parce qu'en fait, je trouve que dans le livre de Muriel, l'écriture est empreinte, elle est imprégnée d'une assez sensorielle, liée justement à cette présence de la neige qui est aussi dans les Dubliners. Mais là, on n'est plus dans les Dubliners, on est vraiment, c'est la campagne. D'ailleurs, c'est cette campagne que York déteste et où Thomas a voulu revenir mourir. Et donc, je trouve que c'est intéressant quand même cette façon de tourner autour des lieux et que l'écriture catalyse le climat, la lumière, des formes de géologie. Là, c'est quand même cette montagne, mais dans mon livre, il y a ces parois de béton qui pourraient faire penser aussi à des espèces de massifs. Et je savais qu'on allait se rencontrer en lisant le livre de Muriel. Je me disais, mais si, on a ça aussi. Moi, c'est ce que j'ai vraiment énormément aimé dans le livre de Maëlys, l'extrême cohésion, mais c'est pas un hasard, hein, je pense. C'est une des choses que j'ai aimées dans ce très très beau texte. C'est rare en fait, je m'en rends compte que je lise des textes où j'ai le sentiment qu'il y a une cohésion totale entre l'écriture, son rythme, sa forme, la façon dont la langue construit la narration ou dont la narration construit la langue, et ce dont il est question, et en l'occurrence dans ton texte, là aussi, de mer, de béton, de construction, d'architecture, de lumière, de failles, En fait, tu as pour cela un vocabulaire tellement extraordinaire et un phrasé tellement porteur que je ne vais pas plagier ce que tu écris, mais il y a une osmose parfaite de l'écriture
et du lieu où s'incarne l'histoire. Et c'est très très beau. Je vais vous laisser, mesdames. Mais vous n'imaginez pas à quel point il n'est pas si courant que nous ayons l'occasion de discuter entre nous. Oui, nous deux, oui. On se connaît un peu par ailleurs, mais on n'en a jamais discuté. C'est toujours passionnant. Mais Yann, bien sûr, je ne veux pas. C'était pour plaisanter. Vous êtes là pour dialoguer, évidemment. Peut-être, Maëlys, revenir sur ce que vous évoquiez aussi dans le lien à la ville, justement, dans la foulée de ce que vient de dire Muriel, sur le lien entre l'écriture et la ville. Alors, il y a le lien entre l'écriture et le ressac, hein, vous l'avez évoqué. Et puis, il y a à voir avec la disparition dans ce livre-là. Vous avez parlé du bombardement, de la destruction-reconstruction. Il y a la disparition de cet homme, évidemment, au début du livre. Et puis, il y a la disparition, alors on pourrait en voir partout, la disparition des souvenirs, d'une certaine manière l'effacement du personnage principal à un moment donné. Et puis, bien sûr, la disparition qui est celle de cet amour que vous avez évoqué. C'est un livre aussi sur les gouffres, sur les trous, sur les... oui, je sais pas si on doit dire les disparitions, en tout cas quelque chose de cet ordre. Oui, c'est un livre où, en fait, ce retour... et cette femme est d'ailleurs assez cueillie par cet appel. Après tout, elle est comédienne, elle fait de la doublure de film, elle est doubleuse, elle fait des post-synchro pour le cinéma, son mari est imprimeur, elle a une fille de 20 ans, enfin, sa vie est soudain un peu voilà, fendue, cet appel entre en effraction, et finalement, quand elle arrive au Havre, elle est très très vite confrontée à cette histoire de disparition, qui est effectivement la disparition, le fait qu'elle se demande un peu si assez vite elle a l'intuition, peut-être, est-ce que cet homme-là, elle l'a connu, est-ce qu'il pourrait être celui qu'elle a aimé, ça rentre en collision sans que ce soit vraiment explicite. On chemine un peu dans sa tête. Et de fait, c'est aussi l'histoire d'une femme qui a été, alors on dirait fantomisée. Hein, c'est aujourd'hui, je pense qu'on dit plutôt le ghosting. Elle a été ghostée, c'est-à-dire qu'à 16 ans, elle a aimé comme on aime pour la première fois, donc avec cette espèce d'absolu du premier amour. Et ce garçon a disparu sans laisser un mot, sans jamais revenir vers elle. De fait, il n'est jamais revenu. Donc, cette espèce de... on pourrait dire de blessure va rencontrer aussi la blessure de la ville et toute cette disparition. Et c'est vrai que ça s'incarne beaucoup dans l'architecture. Évidemment, ça m'a fait sourire que Margot, l'héroïne du livre de Muriel, soit architecte, parce que au Havre, l'architecture, comme la ville a été entièrement, vraiment reconstruite sur une très grande échelle, on est dans un espace qui est très homogène, qui est l'architecture d'Auguste Perret. Donc c'est une architecture modulaire qui se duplique le long de très grandes artères. Voilà, que tous les rues se coupent en angle droit. C'est une architecture de béton, mais un béton qui est toutefois un peu plus sophistiqué que ce matériau à la fois très bon marché et un peu matériau prolétaire qui avait servi justement à reloger en urgence tout le monde. Et au fond, ça forme aussi comme un décor de théâtre et un décor de fiction. Je trouvais, pour moi, il y avait aussi ça. Et ce que dit cette architecture, c'est la disparition de la ville d'avant. En fait, elle se rend compte, notamment après avoir interrogé une survivante des bombardements avec une amie du lycée. Quand elles sortent toutes les deux de l'appartement de cette femme qu'elles ont écoutée toute l'après-midi, elles ont dit « on regarde la ville comme on ne l'a jamais vue », parce que l'architecture, elle ne dit pas la reconstruction, etc., et la réparation. Ça dit simplement qu'il y avait une ville avant qui n'est plus là, qui a disparu. Et quand on peut convoquer d'autres villes, et je pense peut-être parmi vous, il y a ceux qui connaissent la ville de Berlin, c'est des villes où il y a des grands vides, en fait. Et il y a des grandes absences qu'on comble ou pas par de l'architecture. Et au Havre, il y a ça. Et en fait, tout ça, ça raconte quand même la disparition d'une ville précédente qui devient spectrale et qui ouvre, à mon sens,
un rapport aussi à la fiction et au récit. Enfin, vous voyez, en tout cas, ça active un désir d'enquête et donc forcément le désir d'imaginer au sens, non pas d'inventer sa petite histoire, mais imaginer au sens de s'avancer vers la réalité en établissant des rapports entre des éléments poétiques, personnels, des souvenirs, des faits. Et c'est un espèce de réseau comme ça qui se jette sur cette ville. Et voilà, pour moi, la disparition, elle est là beaucoup. Muriel ? Oui, je voulais dire aussi que ce que j'avais beaucoup aimé, je complète juste ce que tu viens de dire, dans le roman de Maëlys, c'est que tout ce travail de l'architecture de la ville, de l'incarnation de la destinée du personnage dans la ville, ça permet de jouer sur toutes les strates du temps. Et soudain, on se rend compte que nos vies sont constituées de strates du temps superposées, que le présent nous masque, que l'immédiateté du présent nous masque, mais qui coexistent en nous, ce que nous avons vécu, ce vers quoi nous nous projetons, nos blessures, nos deuils, nos blessures, nos deuils, oui, essentiellement. Et je trouve que le roman permet de sentir, par l'incarnation du récit dans la ville, la coexistence de ces strates intimes. Et ça, c'est très, très beau. Oui, c'est-à-dire que je trouve que... il y a quand même cette question qu'on a, c'est quoi être contemporain, par exemple. On pourrait se dire, on a le désir d'être des autrices, des auteurs de notre temps. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Et c'est vrai que, pour moi, ça ne veut pas dire de prendre en charge l'actualité, par exemple. C'est au contraire d'essayer de passer par l'inactualité et d'être contemporain. C'est vraiment ce que vient de dire Muriel. C'est-à-dire, c'est toutes les strates du temps, mais ensemble, et qui, en fait, ça s'appelle peut-être le présent. C'est-à-dire qu'au même moment, on rayonne, enfin en tout cas on est en vibration avec finalement une adolescence, un amour de jeunesse, une fille qui a 20 ans aujourd'hui et dont on oublie l'anniversaire, un coup de fil intempestif, un souvenir qui revient, une sensation oubliée qui refait surface. Et ça, pour moi, c'est l'exact contemporain. Et c'est un livre où il y a pas mal de motifs, j'allais dire, d'actualité, notamment la guerre qui est présente, mais qui fait écho à la guerre qui a détruit le Havre, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, et notamment les bombardements avec la présence de deux jeunes réfugiés ukrainiennes. Et en fait, pour moi, que ce soit le narcotrafic aussi qui est dans ces motifs d'actualité, ils m'intéressent que parce qu'ils sont captés dans le présent de la journée de cette fille. Évidemment que c'est pas un livre où il s'agit de déplier ces motifs-là, mais plutôt de montrer comment chacun de nous, on est traversé toute la journée par ces choses qu'on appelle l'actualité, mais que nous, on saisit dans notre présent, et aussi avec ce que nous avons déjà comme souvenir à l'œuvre. C'est intéressant, ces histoires d'étagement du temps, et comment ça fabrique aussi de l'écriture aussi, et du roman, je pense. Mais ce que tu es en train de dire, j'acquiesce entièrement, c'est que nous ne sommes pas des journalistes. Et quand on écrit un roman, même lorsqu'il y a des motifs d'actualité, de contemporanéité très très forts, nous les explorons d'une façon très particulière qui n'a pas à voir avec la réalité, mais avec l'existence. Et le roman fait en sorte que nous saisissions au-delà de la réalité, indépendamment de tout ce que nous vivons dans le flux du temps, que nous saisissions des essences qui sont l'existence même. Et j'ai l'impression d'avoir lu ça en te lisant. Peut-être justement on peut aborder cela avec vous, Muriel, sur la conversation entre Jorg et Margot, parce qu'au fil de la conversation, la mémoire fait son œuvre et donc s'arrête sur un certain nombre de moments, qu'ils soient des moments primordiaux et explicitement primordiaux, ou des moments plus, je sais pas si on doit dire anecdotiques, ou en tout cas moins spectaculaires. Ça peut être Amsterdam, ça peut être cette cérémonie de la mer du Nord, ça peut être des moments très fugaces de l'enfance. C'est presque le mécanisme de la mémoire qui est à l'œuvre dans la conversation avec Jorg, avec une sorte de non-hiérarchie, si on peut dire, des endroits, même s'il y a des endroits qui sont primordiaux dans l'existence des uns et des autres. Vous l'envisagez comme ça ? Tout à fait. Alors, dans le roman, donc, il y a une conversation principale très étrange. Je dois prévenir le lecteur, extrêmement étrange, entre Margot,
l'architecte revenu après le décès de son ami d'enfance et qui se reconnecte à tous les proches, les anciens amis, la famille de Thomas, et puis Jorg, qui est le frère aîné du mort et qui a un comportement vraiment très très curieux, qui s'expliquera au fur et à mesure et surtout à la fin du roman. Donc cette conversation avec Jorg porte en effet sur deux choses. Il la provoque à avoir une réflexion presque philosophique sur son existence. Il essaye de lui faire mettre en lumière à quoi ressemble sa vie, non pas événementiellement, mais profondément, intimement. Et puis, bien sûr, ils évoquent des souvenirs et ils évoquent ce qu'a été leur amitié, ce qu'a été l'amitié entre eux tous, entre tous les amis d'Amsterdam. Ils évoquent des moments tout à fait triviaux et tout à fait anecdotiques. D'autres viennent parler à Margot et lui rappellent des souvenirs ou lui proposent leurs propres mémoires. Bref, dans ces conversations qui s'enroulent de façon assez étrange avec Jorg, de façon beaucoup plus commune et attendue avec d'autres, j'espérais qu'on allait pouvoir saisir la trame profonde de l'existence de l'héroïne. Peut-être vous pouvez nous dire aussi la manière dont vous avez travaillé finalement sur, et je vais venir ensuite à Maëlys, sur cette question de comment vous faites quand vous décidez que Margot est architecte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous parle là-dedans? Nous, on se dit en tant que lecteur que c'est une autre manière de faire refuge ou d'habiter l'absence on regarde les choses de cette manière-là. Et j'irai à vous, Maëlys, pourquoi est-elle doubleuse? Ça n'est sans doute pas anodin. Comment arrive la construction d'un personnage? Comment ce personnage prend chair chez vous, avec notamment des données de cet ordre-là, en l'occurrence là pour Margot, par exemple? C'est pas une décision. Hein. Si on pouvait décider qu'on va écrire demain matin un roman où une architecte cinquantenaire va voir enfin sa vie s'éclairer après quelques décennies de tristesse, la vie serait vraiment beaucoup plus facile. Et nos matinées de travail beaucoup plus sereines. Non, ça se passe pas comme ça. Enfin, Maëlys va dire, mais pour moi, c'est d'abord une forme esthétique qui surgit. Je sais que je veux écrire un récit de neige où le pardon sera central. Je vois déjà des lieux où ça va s'incarner. Et puis, soudain, surgit un personnage dont je me dis, sans comprendre pourquoi moi-même, elle sera architecte. Ce n'est qu'a posteriori que je peux entendre les raisons qui ont fait qu'elle est architecte. Alors là, la raison pour moi, une des raisons possibles, elle est très simple, c'est que il s'est passé un grand bouleversement dans ma vie quand je suis allée vivre au Japon. Et lorsque j'ai vécu 2 ans à Kyoto, découvert les arts traditionnels japonais, mais aussi l'architecture japonaise traditionnelle, et que ça a été une profonde révélation, parce que j'avais le sentiment d'être confrontée à des types d'architecture qui n'étaient pas seulement des habitats, mais des lieux où je pouvais méditer, voire transformer ma vie. Et donc, j'ai gardé de cette expérience japonaise la conviction que l'architecture n'est pas un art pratique, n'est pas un art technique, mais un art de la vie, et dans lequel peuvent, avec lenteur, calme, méditation, cérémonie, s'éprouver les choses les plus importantes de notre vie et se prendre aussi les décisions les plus importantes. Je pense que c'est pour cela que Margot est devenue architecte. Maëlys ? Alors, la narratrice de Jour de ressac, effectivement, elle est doubleuse. Alors, c'est une histoire qui m'intéresse depuis assez longtemps, cette histoire de double déjà. Au sens où j'ai écrit tout un livre sur une jeune femme qui refait le monde, enfin à travers des décors, qui produit des facsimilés jusqu'à produire celui de Lascaux. Un monde à portée de main. Un monde à portée de main. Donc c'est déjà quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et puis dans la question de la doubleuse du cinéma, il y a quelque chose qui me fascine beaucoup, c'est évidemment la façon dont techniquement on peut aller introduire sa voix dans le corps d'un être qui et animer son visage, hein, parce qu'en fait alors
il y a une dissociation quand même, hein, parce que quand vous entendez, donc ça m'est arrivé vraiment d'entendre Deneuve en japonais, vous voyez, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose il y a une scission. Tout d'un coup, le corps et la voix sont pas complètement raccords. Et elle aspire justement à ce que ça soit raccord, de fait. Elle dit, mais moi, l'accollement technique, tout ça, ça m'intéresse pas. Je veux l'animation intérieure d'un être. Donc c'est comme ça qu'elle essaye de travailler. Donc on la voit d'ailleurs. Hein, il y a une scène qui se passe à Londres où elle est d'ailleurs assez mauvaise. Elle est en concurrence en plus avec une intelligence artificielle. Elle le sait à la fin. Mais pour le coup, on voit bien ce que ça pourrait être, ce travail. Et je dirais, pour être aussi assez proche de Muriel à cet endroit, j'ai longtemps pensé que c'était beaucoup dans la foulée de ce texte Canoë, où je m'intéressais beaucoup à la voix humaine. Puis c'est un peu sans fin cette exploration de la voix on a failli ne pas parler. Hein. Moi, je me suis pas mal intéressée à l'évolution de l'homo sapiens que nous sommes. On a failli être plutôt comme des grands singes, en fait. Hein. Il a fallu quand même qu'il y ait une transformation justement de la descente du larynx au niveau de la 5e vertèbre pour qu'en fait on puisse parler. Donc il y a ce miracle de la voix humaine qui est aussi la parole et qui est aussi un signe assez fort de notre humanité. Et je trouvais que dans ce livre-là, j'avais envie de poursuivre avec cette question de la doubleuse. Et je pense au final que c'est pas mal parce que je me vois aussi à ce poste, en fait. Je l'ai pas décidé pour ces raisons-là. Je pense que j'étais plutôt beaucoup plus dans le désir d'explorer un métier qui use de la voix pour raconter des histoires, pour être dans la fiction, pour être dans l'écran. C'est quoi ces voix qui nous racontent des choses qui sont des voix d'acteurs, qui sont des voix qui disent des textes, qui disent des scénarios. Ça m'intéressait beaucoup. Et au final, je me disais, mais au fond, est-ce que moi, je me projette pas comme écrivain dans cette... Est-ce que moi, je suis pas aussi dans une forme de doubleuse, en fait, dans ce travail assez particulier qui est le travail... des personnages, parce que les personnages, c'est assez compliqué, les personnages. On pense que c'est une figure romanesque assez voilà, j'ai des personnages, c'est assez compliqué un personnage. Et dans le livre de Muriel, où il y a beaucoup de personnages, et ces personnages sont aussi comme des silhouettes qui se croisent et se recroisent, qui se parlent, qui s'interrompent, qui reprennent leur conversation. Il y a des personnages qui émergent. Alors qu'est-ce que c'est aussi cette question des personnages? Et je pense que dans ce cas-là, j'avais assez envie de porter ma voix en eux, en tout cas ma voix dans celle de la narratrice qui parle tout le temps, parce qu'en fait c'est un peu qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'une femme, c'est un peu ce que raconte ce livre. J'ai une question pour toi, parce que tu viens de dire ce qui est un euphémisme, c'est assez compliqué un personnage, et en effet, c'est vraiment euphémistique. Mais est-ce que comme moi, tu as le sentiment que tes personnages n'existent que parce que tu écris, que tu les découvres en écrivant, et qu'ils deviennent ce qu'ils sont par l'écriture? Oui, totalement. Mais j'ajouterais même que on peut étendre cette réflexion d'ailleurs au roman en soi. Alors après, moi, j'aime pas trop le côté le doute guide ma plume et puis j'avance, etc. Non, on a quand même des il y a de la physique en tout cas. Tu vois, pour les personnages, il y en a un qui est débraillé, déjà ça dit tout. Il arrive débraillé à l'enterrement de son frère. Il est un peu hirsute. Ça dit déjà dans son incarnation physique, on voit que c'est un personnage qui va apporter autre chose. Et je trouve que effectivement, les personnages sont d'abord comme ça, je pense des formes d'apparition, mais cela dit, on les découvre dans le courant de l'écriture, on les découvre en écrivant exactement comme tu dis, mais presque tout le livre, c'est-à-dire qu'il y a peu de choses qu'on sache d'avance, quand bien même on a des plans ou on a des désirs, mais j'aimerais bien que ça il faudrait que ça se passe pas. En fait, il y a de la dérive, on tape à côté, finalement c'est bien plus intéressant à quelques encablures. Moi j'ai longtemps pensé que ce qui était très important, c'était d'avoir une direction et notamment connaître la fin d'un livre avant de le commencer. C'était vraiment, je me disais, mais moi, non, pas du tout, mais moi je sais où je vais, etc. Sauf que
Non, ça se passe jamais comme ça. Il y a évidemment une très grande... tout se passe dans le temps de l'écriture, c'est ce que disait Claude Simon, mais c'est quand même tellement juste. On rentre dans l'atelier de l'écriture. Je vais vous poser encore une ou deux questions, puis je me tournerai vers les lecteurs s'il y a des questions ou envie de dialoguer avec vous. Peut-être une chose que vous avez évoquée tout à l'heure, Muriel, c'est la question de l'amitié. C'est aussi un livre sur l'amitié, et c'est aussi un livre, me semble-t-il, sur la façon dont... alors les amitiés ont à la fois des périodes fortes et des ruptures, et c'est notamment cette histoire-là qui est là, mais c'est aussi la manière dont des collectifs créent des ambitions, des manières d'être au monde, des envies. Thomas et Jean, ils ont envie d'être écrivains, Jorg, il a envie de faire de la politique. Il y a quelque chose qui se joue dans une sorte de mouvement collectif, d'inscription dans le monde. Il me semble que le livre est aussi de cet ordre-là dans la manière dont vous envisagez notamment la relation amicale. Mais c'est très très juste. Alors oui, bien sûr, Thomas Helder raconte l'histoire d'une communauté amicale et d'une communauté amicale qui est confrontée à la mort de l'un d'entre eux. Ça fait un moment que j'explore le thème de la mort, non pas que je me complaise dans des récits mortifères ou morbides, au contraire, mais parce que j'ai le sentiment, dans ma propre vie, que la façon dont nous vivons, non pas seulement avec la mort, notre mort qui vient, mais avec la mort des autres et avec nos morts est crucial pour pouvoir vivre. Ça m'apparaît depuis longtemps comme une évidence, et bien sûr ce thème traverse toute la littérature. Or là, cela fait aussi quelques livres que j'explore la question qui traverse ma vie aussi de l'amitié. Et donc dans ce texte se sont trouvées réunies ces deux questions lancinantes pour moi. Comment vit-on l'amitié au-delà de la mort? Comment une communauté amicale peut-elle traverser le temps, y compris confrontée à la disparition de certains membres de cette communauté? Et à cela, j'ai adjoint une troisième ligne de questionnement qui est nouvelle cette fois-ci, et qui est la question du pouvoir, puisque Jorg, l'énigmatique et horripilant et bizarre frère de Thomas, est un grand stratège politique. Il a été pendant longtemps le conseiller du Premier ministre des Pays-Bas, et il va exprimer, dans le lien amical qu'il a avec Margot, confronté à la question cruciale de la disparition, tout ce que le pouvoir a fait à sa vie. Et je rejoins ce que disait Maëlys tout à l'heure. Nous découvrons nos textes en les écrivant au sens précis où, lorsque surgit un personnage qui est un homme de pouvoir dans mon roman, je me dis que en écrivant ce personnage, je vais comprendre ce que c'est que le rapport au pouvoir, et je vais pouvoir sentir de l'intérieur de quelqu'un d'autre ce que c'est qu'avoir été un homme de pouvoir et ce que le pouvoir fait aux hommes. Dernière chose avant de me tourner vers le public, Maëlys, sur cette question-là, il me semble que c'est une chose qui n'a pas forcément été encore beaucoup relevée sur votre livre et qui fait écho à des livres précédents. Je pense notamment à Cornish Kennedy. C'est la question de l'adolescence ou de la jeunesse. Il y a une histoire d'amitié, il y a une histoire d'amour qui est liée à cette période-là. Et il me semble que ce livre, il dit aussi comment l'adolescence constitue une sorte de matrice, une matrice qui peut être positive, ou une matrice qui peut au contraire passer par la perte ou par la disparition. En tout cas, ce personnage qui est de retour, il est aussi de retour à l'âge de l'adolescence, ou en tout cas quelque chose de cet ordre. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, et ça me touche beaucoup, cette dimension-là, dans votre livre, et qui fait écho à d'autres endroits dans votre œuvre, me semble-t-il. Oui, alors ça me permet de dire que j'ai le sentiment que c'est pas un livre et puis un autre livre et puis un autre livre. En fait, c'est comme si sur une ligne d'écriture, il y avait des moments où quelque chose s'incarne, et c'est un livre qui en fait contient tous les précédents et puis annonce et peut-être préfigure les suivants. J'ai le sentiment que Jour de Ressac, il a beau, et même si pour la première fois, je suis partie d'une substance personnelle, alors que mes livres précédents
d'une certaine manière, je faisais un peu vœu de pauvreté et l'écriture me portait vers la connaissance d'un monde dont j'ignorais tout au départ. Je sais pas, la transplantation cardiaque, les grands travaux, la peinture. Là, je suis partie vraiment 2 mois de cette ville, etc. Et je trouvais que ça malgré tout, même s'il y a ce pivot-là, c'est un livre qui contient mes livres d'avant, notamment la figure, j'allais dire presque la matrice géologique du bord de mer qu'il y a dans Cornish Kennedy. Et effectivement, cette question de l'adolescence, mais ça m'est apparu vraiment, encore une fois, un peu à la fin. Je me suis dit, mais en fait, j'ai encore finalement écrit un roman où il y a ces poches sur l'adolescence. Alors, de manière assez c'est peut-être une coquetterie, mais Le Havre est une ville assez adolescente, construite en 1517. Donc c'est pas une ville, de toute façon, enfin, la ville qui a été détruite, c'était pas une très vieille ville, c'est une ville très récente. Les villes anciennes, c'est Rouen, etc. C'est d'autres villes, mais Le Havre et d'ailleurs dès le début, elle dit mais a encore des poussées de croissance adolescente. Le Havre est une ville qui figure déjà un peu ça. Et puis il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans ce livre, et c'est la première fois que j'abordais un peu cette question qui est je trouve assez complexe aussi, qui est le rapport d'une mère à sa fille, et qui se joue au moment de l'adolescence, c'est-à-dire sa fille s'éloigne, elle se détache, elle dit moi je suis un peu comme un fauconnier au milieu d'une prairie et je tends le bras pour voir à quel moment elle va se poser pour me demander 10 balles, pour me dire qu'elle a envie d'un nouveau pull, etc. Un câlin, mais bon, mais elle est un peu comme ça. Et à la fin du livre, elle la voit danser avec ses amis, donc elles font de l'escrime, et elle ne la reconnaît pas parce qu'en fait, parmi ses amis, sa fille redevient une inconnue, en fait. Hein, et ça, je suis assez fascinée par ces moments-là. Et de la même manière, elle se souvient qu'elle, à la fin de l'adolescence, vers 18 ans, quand elle est partie, elle est probablement devenue un peu une étrangère. Et elle dit, mais ma mère avait peur de se retrouver face à l'étrangère qui avait été son enfant. Mais de fait, dans le départ de la maison et puis la vie ailleurs sur lequel la mère de la narratrice n'a pas de prise, voilà, il y a un effacement et il y a ce changement de style. Il y a le fait que voilà, le temps passe, voilà, ces liens, ils évoluent, ils changent. Et j'avais assez envie de parler de l'adolescence au filtre, par ce prisme de la relation, d'une relation qui pouvait être, pour le coup, filiale en fait. Et ça, c'est assez nouveau. J'ai pas tellement je m'étais jamais avancée par là avant. Ben, merci beaucoup à toutes les deux. Merci pour cette conversation. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. Vous avez bien sûr dans la foulée la possibilité de retrouver Muriel et Maëlys en signature. Je ne sais pas si c'est ici même ou si c'est sous le chapiteau, ce qui est prévu. Pour moi, c'est sous le chapiteau. Chapiteau, alors ce sera au chapiteau. Chapiteau. Mais si vous voulez... je vois qu'il y a déjà des rendez-vous dans la foulée pour pas rater la rencontre d'après. Mais si certains d'entre vous souhaitent prendre la parole ou dire un mot pour conclure cette conversation. Oui, madame, je vois une main levée là-bas. On va vous apporter un micro, s'il vous plaît. Alors attendez, je vais vous donner celui-ci. Oui, bonjour. Vous avez évoqué la question comment vous donnez une profession à vos héros. Comment vous leur donnez un nom et un prénom? Bon, ça c'est fascinant. Hein. Enfin, moi, je suis assez fascinée quand je lis dans les fictions les noms des héros que je découvre comme lectrice. Bon, alors moi j'ai quand même un rapport, c'est que le nom est rarement est rarement étranger à la substance du texte. Hein.
là, c'est-à-dire que j'aime bien que le nom porte quand même ou établisse une résonance euphonique ou symbolique avec ce dont il est question. Là, par exemple, il y a assez peu de noms, mais par exemple, la narratrice va sur une digue, elle veut faire elle aussi la promenade au phare, donc on voit là, je fais des signaux à Virginia Woolf énormes. De fait, elle se prend une énorme vague, le livre se passe sur une journée, et c'est vrai qu'elle va rencontrer une Virginia dont la sœur est Vanessa. Et pour moi, c'est ces prénoms de des sœurs Bell, en fait, qui était le nom de Virginia Woolf. Voilà, pour moi, il y a l'idée par moment de faire des signaux, même un peu appuyés à des figures qui sont importantes. Et j'aime bien, alors peut-être moins présent dans ce livre-là, mais dans mes livres en général, le précédent, on en parlait tout à l'heure, la fille avec pour nom de famille Karst, et le karst étant ce type de relief justement karstique qui peut être creusé par le ruissellement, la pluie, l'érosion, et à l'intérieur duquel se forment des cavernes, des grottes, etc. Alors peut-être, en revanche, pour Muriel, il faut lui demander, parce que pour le coup, c'est le nom de son livre qui est un anthroponyme. Alors, vous posez une sacrée question, parce que c'est la croix et la bannière. C'est-à-dire que pour moi, tant que le nom d'un personnage dont je pressens les contours et qui peut même avoir une identité civile, tant que le nom n'est pas stabilisé, quelque chose ne peut pas fonctionner. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Margot Chanet? Enfin, Chanet, je sais, mais Margot, comment j'ai choisi ce prénom? C'est excessivement mystérieux. Moi, je ne recherche pas les échos symboliques qui sont très, très, très beaux dans tes textes. Et ça doit être la conjonction d'une euphonie, d'une pertinence, parce qu'on ne va pas appeler Cunégonde une jeune fille contemporaine, et de quelque chose qui soudain fait surgir une silhouette comme jamais. Tu ressens ça aussi? Ouais. Je pense que tant qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de personnage, et les personnages, ils viennent en fait habiter des noms. En fait, ils sont là, ils habitent des noms pour le coup. Ça, je suis totalement d'accord avec. Il faut qu'on explore, parce que c'est une question passionnante à laquelle on répond rarement. Là, vous nous prenez de court, madame. Mais c'est passionnant. Bien, mais écoutez, on va conclure là-dessus. Je vous invite bien sûr à retrouver Maëlys et Muriel pour un temps de dédicace. Merci, mesdames.